C'est à un très jeune âge qu'Ambroise commença à prendre goût au voyage en raison du travail de son père qui amena de nombreux déménagements. Allemagne, Angleterre, puis plusieurs villes en France, mais aussi grâce aux multiples échanges linguistiques dans des familles. Cherchant d'autres alternatives que l'école préparatoire en France, plus rigide, qu'il décrit un peu comme une prison, il tomba sur HEC Montréal lors d'un salon étudiant. L'idée de vivre à l'étranger lui plaisait énormément et après avoir été accepté en commerce, il partit s'installer à Montréal. C'est lors d'un échange en Argentine, alors qu'il lisait le livre La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, que quelque chose se déclencha en lui. Ses découvertes et réalisations le poussaient à choisir la voie du marketing IT et e-commerce. Domaine dans lequel il continuera d'évoluer pour devenir expert en growth marketing, mais aussi formateur en nomadisme digital. Donc, bonsoir Ambroise, comment vas-tu? Salut Maud, super et toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, juste pour vous mettre en contexte, nous, dans le fond, moi et Ambroise, on ne se connaît pas personnellement, mais c'est les merveilleux réseaux sociaux qui nous ont mis en contact. Donc, sur mon Instagram Go Wild, on a connecté via ça, puis on s'était dit qu'on allait faire un podcast ensemble parce que dans le fond, ta direction, ton background, ce que tu as fait, puis ce que tu fais aussi maintenant, c'est super intéressant, puis je sais que ça va aider énormément de gens qui sont curieux sur le sujet, mais aussi beaucoup de nomades qui aspirent à faire ce que tu fais. Donc, juste pour renseigner un peu les gens, donc tu es spécialiste du Freemote, du nomade digital, du marketing web, grow hacking, du e-commerce, puis bref, peut-être les gens augmenter leur valeur sur Internet, sur le web, mais aussi à avoir la liberté qu'ils désirent. Est-ce que je t'ai bien introduit ou j'ai oublié quelque chose? Ouais. Ça, on dit comme ça, on dirait que je suis un peu un gars de laboratoire un peu fou qui fait plein de trucs. Mais c'est un peu ça, bref. Tu touches pas mal à Ouais, non, c'est ça. OK, super. Puis dis-moi, t'habites où en ce moment? T'es pas en France, là? Je suis pas en France, non, je suis français comme on peut l'entendre, mais j'habite, en fait, je suis basé à Montréal depuis presque 10 ans. OK. Je suis venu ici en 2010 pour faire mes études, puis je suis resté basé ici. OK. Puis, est-ce que c'est possible de juste nous parler un petit peu, justement, de ce background-là? Je sais que toi, le travel bug, il t'a touché quand même assez à un jeune âge. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton background? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, tout commence à ma naissance, parce que je suis né en Allemagne, en fait, mais mon père avait un travail qui lui permettait d'être dans différents pays. Oui. Donc, je suis né en Allemagne. Ensuite, on a déménagé en Angleterre. OK. Et puis, plusieurs fois. Et puis après, je suis arrivé en France quand j'avais à peu près 4 ans. Et même en France, j'ai pas mal aussi bougé dans la France, etc. Et on a voyagé un petit peu en famille, etc. J'ai eu la chance de faire différents échanges en Angleterre, en Allemagne, dans des familles, pour apprendre la langue. C'était vraiment, vraiment cool. À 15 ans, j'ai pu partir en Chine dans une famille aussi. Ça, c'était vraiment la première grosse expérience tout seul à l'autre bout du monde à 15 ans. C'était waouh, ok, ça existe. C'était quoi? C'était quelque chose qui se passait l'été ou c'était pendant l'année scolaire? C'était un échange l'été avec un autre, un gars de mon âge aussi qui était en Chine. C'était par la compagnie de mon père que ça se passait. Donc, je suis allé 2 semaines là-bas. Il est venu 2 semaines aussi en France. Et voilà. Et petit à petit, en fait, tu sais, à la fin du lycée en France, c'est un peu l'équivalent du cégep. Je voyais que si je continuais dans le système dans lequel j'étais, j'allais faire une classe préparatoire. Ça veut dire, en fait, passer 2 ans un peu en prison, à faire des maths, des trucs comme ça. Très vraiment général. très peu de vie sociale, très, 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 très hautes exigences, très, très haut niveau, pour après rentrer dans des grandes écoles de commerce, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme alternative? Et donc, là, je me suis renseigné et j'ai découvert, en fait, HEC Montréal, un salon d'étudiants en France, à Lyon. Et j'ai postulé, j'ai été pris. Donc, je pense qu'à partir de février-mars de ma dernière année, je savais que si j'avais mon bac, que tout se passait bien, je partais à HEC, que c'était une super école et que j'allais pouvoir vivre à l'étranger dans un système scolaire qui était aussi moins strict, plus flexible, plus friendly que j'aurais en France. Petite parenthèse, tu es parti là, tu aspirais à faire quoi? C'était quoi ton but, le métier auquel tu aspirais? Ouf. Bonne question. T'avais-tu une idée déjà? Ou... Pour tout dire, en fait, mon lycée, j'étais en voie scientifique. Donc, j'avais beaucoup de cours de maths, physique, etc. Et puis, j'hésitais à l'époque entre faire ingénieur, médecine ou tout ce qui était dans le commerce, tu vois.
Et finalement, j'ai choisi la voie qui m'ouvrait le plus de possibilités à terme. Et Mhm. donc, je suis parti plutôt dans la voie commerce. Mhm. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tu vois, j'avais déjà fait un stage dans un organisme que mon grand-père avait monté pour financer les petits entrepreneurs. Donc, OK. j'avais un petit peu ce côté-là que j'avais découvert. Mais sinon, je ne savais pas du tout, même en arrivant à HEC, aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, ça s'est Peut-être- concrétisé au fur et à mesure que tu as étudié au HEC. Puis, donc, tu as choisi quelle discipline au HEC? Ouais, bah alors en fait, au HEC en deuxième, troisième année, il faut que tu choisisses Mhm. des disciplines. Et justement, moi, j'étais parti en échange en Argentine à ce moment-là. Et c'est le moment où j'ai lu La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui a vraiment déclenché quelque chose chez On moi, connaît bien, ouais. comme chez beaucoup de monde. Ouais. Et donc là, basé sur ces découvertes, ces réalisations-là, je me suis dit, OK, il faut que je choisisse une voie qui me permette de travailler en ligne, via Internet. Donc j'ai pris spécialisation marketing IT et avec aussi quelques cours d'entrepreneuriat en plus. OK. Et puis après, ouais, j'ai continué dans la voie aussi avec le e-commerce. OK. Puis c'est là où tu en es arrivé, pardon, après avoir eu quand même ton parcours scolaire a bien été au HEC, tu t'es bien impliqué. Je pense que tu faisais partie d'associations étudiantes. Tu étais Ouais. bien impliqué, hein? Ouais, j'étais dans l'association entrepreneur d'HEC. J'ai créé le comité e-commerce HEC aussi quand j'étais en OK. maîtrise. Mhm. Donc ouais, non, j'étais bien impliqué. Puis c'est là où tu as eu l'espèce de révélation, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte que c'était pas nécessairement ça à quoi tu aspirais. Toi, ce que tu voulais, c'était avoir vraiment la liberté géographique, être capable de voyager. Puis c'est là où tu es parti en Asie, hein, c'est ça? Alors ouais, pendant mes études, en fait, c'est là que donc j'étais parti plutôt dans le marketing, IT, etc. Ouais. Et justement, dans les assos étudiantes, je devais organiser des événements. Puis je OK. prenais ça vraiment comme un challenge. Et donc, je me suis assez vite mis un peu dans la merde moi-même OK. en préparant des événements, tu vois, notamment pour le comité e-commerce. J'avais réservé la plus grosse salle de HEC, qui est Mhm. de 230 places et quelques. Et je voulais vraiment faire connaître le comité que je venais de lancer. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à remplir cette salle. Et donc, basé là-dessus, j'ai mis en place plein d'actions pour faire ça. Donc, j'ai Mhm. réussi à booker des super speakers à Montréal. Donc, il y avait le CEO de Frank Oak, quelques entrepreneurs super connus aussi. Bref, j'avais vraiment réussi cet aspect-là. Après, il fallait que j'arrive à remplir la salle. Et donc là, c'est là que j'ai vraiment pris conscience du marketing digital, le pouvoir que ça pouvait avoir, les Mhm. différentes façons qu'on pouvait faire basées sur nos propres ressources. Moi, Mhm. j'étais étudiant, je n'avais pas de budget pour des pubs, etc. Donc, j'ai utilisé des méthodes un petit peu maison, un peu alternatives. Et c'est comme ça que je suis rentré justement dans ce que je fais en tant que freelance, le growth hacking. OK. Voilà pour le retour. Puis pour arriver jusqu'à mon départ en Asie, parce que je sais que tu veux en arriver jusque-là. Oui! Ben, c'est quand même. Euh, Moi, ça m'intéresse énormément, justement, ta routine là-bas. ouais. Comment. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, donc en fait, quand j'ai fini les études au HEC, j'ai continué à Oui. voyager un petit peu pendant ce temps-là. Oui. J'ai été recruté par mon prof de marketing digital au HEC. OK. Donc, il est un peu une référence dans le monde du marketing à Montréal. Il s'appelle Yasha. C'était l'expert du marketing mobile à Montréal, etc. Et là, il était directeur des produits d'applications mobiles et web chez les Pages Jaunes. Donc, il m'a OK. recruté pour Mhm. être moi chef de produit d'applications mobiles et growth hacker, justement, chez les Pages Jaunes. Et donc là, j'avais un peu le job de rêve, tu vois, après quelqu'un qui a fait une maîtrise dans ce domaine-là. C'était vraiment cool. Je travaille avec des développeurs à la fois entre le marketing et la technique, etc. Mhm. J'étais bien payé, tout était bien, tu vois. Sauf que j'avais mes projets en parallèle. J'avais déjà démarré mon blog, j'organisais des événements de e-commerce, etc. Et que je sentais que j'avais besoin de plus de temps et plus d'énergie pour ces projets-là. Mhm. Qu'il fallait que je tente le tout pour le tout et que je développe mes projets. Et donc là, à ce moment-là, justement, j'avais un projet qui avançait. C'était le projet de monter une startup dans la course à pied, Make It Fun, avec mes deux meilleurs amis. Que tu as encore aujourd'hui. Que j'ai encore aujourd'hui, ouais. Et mes deux meilleurs amis qui devaient, en fait, car on avait tout planifié, ils avaient les visas et tout pour déménager à Montréal en août 2017. Donc moi, OK. je me suis dit, OK, bon timing, je vais quitter mon job. Je me laisse 4-5 mois pour aller tester le nomadisme digital en Asie. Et donc là, première étape, je choisis la destination. Je prends un billet d'avion.
Puis après, j'ai démissionné, j'ai dû gérer mon appart, tous les trucs administratifs, tout ça. Est-ce que ta destination, elle était songée? Est-ce qu'il y avait un but pour te permettre justement de développer ce start-up-là ou c'était simplement par curiosité, tu voulais visiter cette destination-là? Pour moi, dans ce contexte-là, les deux régions du monde qui étaient intéressantes pour partir assez loin et où on pouvait faire ça, c'était l'Amérique du Sud. La Colombie, ça commençait à être un peu populaire par rapport à ça. J'avais déjà vécu 6 mois en Argentine. Oui. Et l'Asie, parce que c'est un peu un des hauts lieux du nomadisme. Oui. Et l'Asie, j'avais juste fait la Chine à 15 ans. Donc, j'avais une grosse lacune de ce côté-là. Et donc j'ai regardé un petit peu les meilleurs tarifs de billets, tout bêtement, là-bas, pour un aller simple. Et c'était un Montréal-Bangkok pour, je ne sais plus, moins de $600 canadiens, un truc comme ça. C'est bon. Donc, je suis parti. Et puis après, tout s'est déroulé tout seul. Oui. Puis, dis-moi, parce que moi, ça pique vraiment ma curiosité. Comment t'en es arrivé? Parce que là, juste d'être nomade, juste de voyager, c'est quelque chose, c'est un challenge en soi. Mais là, en plus de développer sur le côté ta business, ton start-up, est-ce que tu avais une certaine routine? Tu sais, de quoi avait l'air un peu ton quotidien pendant cette période-là, pendant tes 6 mois? Ouais, mon but vraiment, c'était de voyager en Asie et d'un autre côté aussi découvrir et de tester le nomadisme. Parce que j'avais déjà voyagé un peu en travaillant, quand j'étais en échange, pour aller voir ma famille en Europe, etc. Mais jamais vraiment tout seul et de façon sérieuse. Et le problème que j'ai eu en fait en arrivant là-bas, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, parce que je suis arrivé là-bas, j'avais 12 heures de décalage horaire, c'était en mars que je suis parti, donc j'avais un bon 40 degrés de différence de température, le voyage, etc. Et donc je suis arrivé là-bas, je m'étais réservé une semaine à Bangkok avant de passer à la suite, et j'ai pu travailler, etc. Mais c'était trop, quoi. Genre, il y avait entre atterrir déjà là-bas, découvrir le pays, visiter la ville, travailler, etc. Je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de tout gérer de front en même temps. Donc voilà, c'est là que j'ai compris aussi l'intérêt du slow travel, de voyager plus lentement pour pouvoir combiner un petit peu tout. Parce que j'ai continué comme ça pendant quelques semaines. Après, j'étais dans le sud de la Thaïlande, je suis remonté à Chiang Mai et là, je me suis posé quelques semaines pour travailler. J'ai continué, tu vois, mais tu arrives dans un espèce de burn-out en fait entre le travail que tu as à faire, les voyages où il faut que tu vois où est-ce que tu vas, comment tu y vas, qu'est-ce que tu fais là-bas, où tu dors, où tu manges, etc. Et donc, ouais, j'ai vraiment compris ça comme leçon. OK. Puis, est-ce que tu avais, dans le fond, à distance, tu correspondais avec tes collègues, puis c'était comme ça que tu arrivais à comme… Tu étais toujours en team-up avec tes partenaires? Mes partenaires de start-up, oui. Oui, absolument. OK. Et puis mes clients aussi de freelance que j'avais à l'époque. Ah, OK, c'est ça. C'est ça que je me demandais. Est-ce que tu vivais de tes économies ou tu avais des clients qui t'alimentaient financièrement, là? J'avais fait des économies, ça c'est important aussi à dire. Et puis j'avais déjà des projets qui étaient commencés, tu vois. J'avais déjà eu mon premier contrat freelance en l'été 2014, donc 3 ans auparavant. Donc, je savais comment gérer ça et ouais. OK, excellent. Puis là, j'aimerais ça qu'on fait un petit peu fast-forward, on s'en vient plus dans la situation actuelle parce que j'aimerais ça juste clarifier un peu tes expertises puis voir un peu, tu sais, les expliquer à tous puis pourquoi ils sont importantes pour n'importe qui. Ouais, donc tu veux que je parle un petit peu de ce que je fais en ce moment, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Alors en ce moment, je suis à 50% freelance. Okay. Donc, freelance en growth hacking, growth marketing. Oui. Donc là, le growth hacking, growth marketing, c'est un peu les pirates marketeurs. L'idée, en fait, c'est de faire beaucoup de tests marketing dans ce qu'on fait en ligne ou autre pour arriver à identifier les meilleurs leviers de croissance et investir toute son énergie, tout son temps là-dedans. Okay. Donc, c'est très scientifique parce qu'il y a beaucoup de données, d'analytics, etc. Et c'est aussi créatif et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place via ça. C'est grâce à ça en fait que se sont développées toutes les startups que tu connais, comme les Facebook avec leur système que quand tu crées un compte, ça te pousse à inviter 7 amis, les Dropbox qui te proposent d'avoir du stockage gratuit quand tu invites des amis, etc. Tout ça, c'est arrivé au fur et à mesure de différents tests, tu vois. Okay. Et puis ça existe encore toujours. Facebook,
Je crois qu'il y a, je ne sais pas combien, mais il y a des centaines de versions de l'app Facebook qui existent en parallèle parce qu'ils sont tout le temps en train de tester de nouvelles features par pays, entre les personnes, etc., etc. Donc, première chose que je fais, 50% freelance. Donc, j'ai des clients qui ont des formations en ligne. J'ai des clients qui sont j'ai un garage, par exemple. Donc, vraiment des choses où je peux les aider vraiment à exploser en marketing digital. OK. Donc, premier bloc freelance. Ensuite, à peu près 40% de mon temps, je le passe à accompagner des gens justement qui veulent devenir freelance, qui veulent devenir nomades digital. Parce qu'au fur et à mesure que moi, je suis rentré là-dedans, j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque là-dedans au niveau francophone de ressources pour réussir à trouver les bonnes étapes pour devenir soit nomade, peu importe la façon. Et moi, plus spécifiquement, je m'attaque à ceux qui veulent devenir freelance. Parce que c'est pour moi la meilleure manière de devenir nomade digital et même indépendant et même entrepreneur. Parce que tout le monde a des compétences qui peut déjà vendre sous forme de service. C'est beaucoup moins comment dire, un pari que lancer une entreprise, une startup, etc. Parce que tu trouves des clients, tu vends un contrat de 10 heures, tu vends tes 10 heures, l'argent, tu le reçois tout de suite. C'est pas tu passes un an à créer un produit dans l'espoir que peut-être tu vas te payer un salaire de $1000, etc. Donc, c'est vraiment le plus sûr et le plus rapide en ce qui me concerne, selon moi, pour devenir indépendant. OK, excellent. Puis, justement, comment, tu sais, si tu avais à donner un peu quelques étapes pour des gens qui aspirent à ça, à se lancer comme freelance, je sais qu'on en avait parlé un peu lors de notre petit appel découverte ensemble. Tu sais, si tu avais à résumer un petit peu, ça serait quoi les meilleures étapes pour bâtir ça, ça serait quoi? Alors, pour se lancer en freelance, les étapes à suivre que je recommande, c'est d'abord de bien s'assurer que ce qu'on veut faire comme compétences, etc., ça nous correspond. Donc, si on a un métier, vraiment recentrer ça, regarder ce métier, ce service qu'on pourrait offrir basé sur ce métier-là et ce qu'on peut en faire, ça correspond. C'est aligné par rapport à nous. Je t'avais parlé quand on s'était appelé la première fois du modèle l'Ikigai que j'utilise beaucoup. En fait, c'est le croisement de 4 cercles. Donc, il y a d'abord de ton côté ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Donc, ça, c'est 2 cercles. Et du côté receveur, il y a ce pourquoi les entreprises ou le monde est prêt à payer et ce dont le monde a besoin. Donc, si tu combines ces 4 cercles-là, tu as une activité qui te correspond à toi, qui va permettre de bien te rémunérer et qui va être en demande. Excellent. Puis, oui, excuse, continue. Ça, c'est vraiment la première étape pour commencer. Après, en général, on va définir qu'est-ce qu'on offre comme service concrètement, qu'est-ce qu'on cible comme entreprise, comment on se positionne sur le marché par rapport à nos concurrents, etc. Et puis après, l'étape la plus cruciale et sur laquelle le plus de monde bloque, c'est d'arriver à trouver des clients et surtout arriver à trouver des clients en continu. Créer vraiment une activité stable par rapport à ça. Et j'ai sorti une vidéo là-dessus cette semaine sur le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose sur lequel beaucoup de monde bloque. C'est le fait en fait de ne pas avoir eu de clients ou peu. Donc, de pas avoir vraiment d'expérience dans ce qu'on offre en format freelance. Et donc, ça te bouffe la confiance que tu as en toi pour aller chercher justement les clients qui te permettraient de développer ton activité. Donc, il faut arriver à sortir de ça en ayant accès aux bonnes étapes, aux bonnes manières de prospecter, de trouver des clients sur les plateformes, de créer du contenu, de se créer une marque, etc. pour arriver en fait à avoir une activité stable avec des clients, donc pouvoir se générer un salaire et pas être payé $3000 un mois, vivre là-dessus pendant 3 mois et puis après recommencer quand tu as un nouveau client. Une activité vraiment stable. Et puis aussi, petit à petit, plus on devient un expert dans son domaine, plus on est crédible, plus on a de clients, plus on est busy. Des commentaires aussi. Voilà, un portfolio, des reviews. Basé là-dessus, tu peux augmenter ton taux horaire petit à petit. Et justement, je disais tout à l'heure que j'avais commencé en freelance en 2014. La première mission, j'étais payé $2,80 de l'heure. C'est fou, la différence est assez impressionnante. Quand je lis ça, hein, c'était voulu. Je ne me suis pas fait escroquer, c'est que je voulais vraiment avoir l'expérience, etc. Et maintenant, en augmentant petit à petit, deuxième expérience, j'étais à $20 de l'heure. Et puis maintenant, j'ai des contrats où je suis à $125 de l'heure. Ça va continuer à augmenter selon que je me développe. Fait que tu serais porté à dire que justement, au début, il ne faut pas avoir peur non plus de
de prendre des contrats puis de vraiment juste exercer ses compétences sans nécessairement demander beaucoup, ou des fois de le faire, j'imagine, gratuitement, juste pour être capable d'aller chercher des commentaires, augmenter notre portfolio. C'est quelque chose que toi, tu as fait au début? Exactement. Si c'est ton métier déjà, que tu as fait l'entreprise, que tu as l'expérience, tu peux commencer directement à facturer. D'ailleurs, un calcul facile pour ça, c'est de prendre ton salaire annuel. OK. Tu divises par 1000, ça donne à peu près un tarif horaire qui a de l'allure. Si tu étais payé 50 000 $ l'année, bah, tu peux théoriquement charger 50 $ de l'heure en freelance. OK. Tu vois? OK, mais c'est vraiment relié. Voilà. Puis je me demandais, en fait, comment toi, t'en es arrivé à… Parce qu'en ce moment, je pense qu'on est en pause, puis la pause nous amène à nous poser beaucoup de questions, puis à remettre certaines choses en question, puis beaucoup lancent des produits, se lancent en business, puis comment arriver à trouver un peu sa niche, à trouver son purpose? Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner pour se nicher qui, toi, t'ont aidé? En termes de freelance, tu veux dire? Ouais, exact. Alors, pour se nicher, ça revient à se connaître soi et son marché. Donc, il faut déjà que tu saches, toi, est-ce que tu as, par exemple, des industries que tu connais mieux? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu as de l'expérience et dans lesquels tu as décelé un besoin? Est-ce que tu préfères travailler avec telle ou telle type d'entreprise, plutôt petite entreprise, moyenne ou grande, etc. Donc ça, c'est du côté de toi. Encore, on verra ça, ce qui te définit et ce dans quoi tu es bon. Et après, il faut aussi la garder du côté marché, du côté entreprise. Où est le besoin en fait? Qui a besoin de services comme les tiens? Par exemple, si tu offres des services de publicité Facebook, tu veux gérer les publicités Facebook pour une compagnie. Ok, cool. Est-ce que c'est pertinent pour un restaurant? Est-ce que c'est pertinent pour un garage? Est-ce que c'est pertinent pour un dentiste, tu vois? Il faut arriver à savoir dans quel domaine tu vas pouvoir avoir un impact et où ils ont vraiment un besoin auquel toi, tu peux répondre. Et puis, troisième chose, tu peux aussi aller regarder ce qui se fait déjà par d'autres freelances, tu vois. Tu peux trouver des freelances qui sont spécialistes en génération de prospects pour des dentistes, par exemple. Ça existe. Il y a des gens, ils font juste ça, tu vois. Ils veulent trouver un dentiste par ville. Ils lui ramènent des prospects avec des pubs ou autres. Et voilà. Okay. Donc, ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, ça se teste. Et c'est erreur. Voilà, tu testes, tu vois. Oui. C'est ça. OK, super. Puis, je tiens juste à préciser, je suis allée me promener sur ton site web, puis en passant, il est super intéressant. Énormément d'articles que tu as rédigés qui permettent de nous orienter, de nous donner vraiment des clés pour tous ceux qui ont de l'intérêt pour le free mode, puis le web marketing. En fait, un élément qui a retenu mon attention, c'est comment se montrer crédible quand on commence. Puis ça, j'imagine, ça va aussi avec, aller chercher des clients, puis tranquillement, bâtir sa confiance. Mais est-ce que tu aurais d'autres trucs aussi à donner? Ouais, alors il y a beaucoup de conseils par rapport à ça. Ça revient en fait à arriver à se créer une personal brand, une marque personnelle. Quelque chose qui te dépasse et qui fait un petit peu ta réputation. Donc ça passe, en fait, ça se transmet à travers tout ce que tu fais. Par exemple, le fait que j'ai un site, tu vois, gros point bonus par rapport à ça. Le fait que j'ai un profil LinkedIn qui soit à jour, etc. Voilà. Et donc, souvent, je donne des conseils qui sont applicables rapidement pour être beaucoup plus pro tout de suite. Donc, je vais te dire tout de suite, rapidement. Le premier, ce serait en fait d'acheter ton nom de domaine. Donc, moi, par exemple, mon nom de domaine, c'est ambroisedebré.com. Tu n'es pas marié à ça, tu peux le changer dans le futur si tu veux. Mais déjà, acheter ça. Si tu n'as pas encore de site web, tu peux le rediriger vers ton LinkedIn. Comme ça, dans les gens en réseautage, tu peux dire va sur ambroisedebré.com, puis ils arrivent sur ton profil. Tu peux aussi, basé là-dessus, te créer un email professionnel. Donc, moi, par exemple, j'ai hello@ambroisedebré.com, beaucoup plus pro que, je ne sais pas, n'importe quel Gmail ou il y en a qui ont des Gmails horribles. Baby Blue. Voilà, c'est ça. Ouais, non. Donc, email pro. Ensuite, faire prendre des photos en fait, professionnelles et utiliser les mêmes partout. C'est que tu sois sur LinkedIn, sur ton Facebook, etc. Avoir la même photo, comme ça les gens te reconnaissent tout de suite. Tu peux aussi te créer un logo super simple, prénom, nom, un d'une couleur, l'autre d'une autre couleur, tu vois, assez facilement. Demander aussi des témoignages de collègues ou de clients avec qui tu as travaillé.
Mm-hmm. Ça, c'est assez facile à faire. Tu peux faire un petit deal, tu me fais un commentaire, je t'en fais un, puis voilà. Mm-hmm. Et donc, les mettre sur LinkedIn, par exemple. Après, tu pourras les réutiliser sur ton site, sur n'importe quoi. Voilà un peu la base. Puis après, en ce qui me concerne, ma personal brand, elle a beaucoup évolué au fur et à mesure que je crée du contenu. Oui. J'ai écrit une 50aine d'articles de blog en anglais sur justement le growth hacking. J'ai organisé des événements, j'ai été speaker à des événements, etc. Donc, une personal brand, c'est quelque chose que tu fais vivre et il faut que tu la développes aussi avec tout ce genre de choses. Et justement, en essayant, tu vois qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, qu'est-ce qui te prend du temps, puis que tu évalues la rentabilité, etc. Puis, ce que je voulais te demander aussi, concernant la situation actuelle, parce que la dernière fois aussi, on avait abordé ce sujet-là, parce que pour beaucoup, il y en a qui voient ça comme un temps justement pour press pause, puis relaxer, puis c'est correct, on ne connaît pas la réalité de tous, mais c'est aussi une super belle opportunité. On parlait de fonds qui sont donnés par le gouvernement pour de la formation en ligne. Je ne sais pas, comment tu vois la situation actuelle pour les freelance, les free mode? Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça à notre avantage? Ouais. Alors, free mode, c'est un terme que j'ai inventé moi. Ah oui, OK! C'est cool que tu l'utilises. Mais... je l'ai déjà assimilé. Là. Ouais, c'est la combinaison de freelance et remote, tu vois. OK, freelance oui. à distance, mais c'est cool. Alors, c'est vrai qu'on peut voir ça de deux façons. Soit tu vois ça comme une fatalité et tu te dis, bon, de toute façon, je peux rien y faire, attendons que ça passe et je chill, etc. Ou alors tu te dis, il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire, ou en tout cas dans mon histoire, où j'ai eu autant de temps pour me former, pour être focus dans ce que je fais et m'y mettre à fond. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont des idées reçues comme quoi, je ne parle pas forcément pour tous les domaines, mais comme quoi c'est impossible de trouver des contrats, des clients, une job en ce moment, alors que c'est complètement faux. Toutes les entreprises, elles veulent qu'une chose, c'est continuer à tourner, que ce soit des restaurants, des garages, peu importe, ils veulent continuer à tourner. Et pour ça, ils savent qu'ils ont besoin d'aide pour passer ce qui était offline à online. J'ai un client, par exemple, qui a un genre de garage qui customise des voitures. Donc, il est à Montréal, il renforce, il fait des trucs sur des Tesla, etc. Et donc, à la base, lui, c'est vraiment un shop où les gens amènent leur voiture, ils font le truc, etc. Et là, on vient de lancer ensemble son site de e-commerce. Et donc, on va commencer à faire la promotion. Donc, lui, il est en train de transférer son activité qui était 100% hors ligne à une activité qui va être moitié-moitié. Donc, ce genre de choses, c'est intéressant. J'ai aussi comme client une école de dessin à Paris qui est vraiment activité physique. C'est des ateliers en physique. Et là, on travaille sur grossir leur communauté et puis lancer un cours en ligne éventuellement. Tu vois. Donc, il y a plein de choses qui font que de plus en plus, les boîtes vont réalisent que le digital, c'est important et que c'est incontournable et que le hors-ligne et le en-ligne peuvent très bien cohabiter. Et donc, dépendamment du domaine, je sais qu'il y a pas mal de freelance à qui je parle qui sont en marketing digital. Oui, il y en a qui ont perdu des contrats. Par exemple, il y en a qui font, je sais pas, des pubs Facebook pour des épiceries. C'est fermé, donc il n'y a pas, voilà. Mais ces compétences-là, tu peux les utiliser pour trouver une autre niche, un autre type de client ou autre chose. Exact, juste les transposer. C'est ça. Et donc ça, c'est du côté freelance. Après, du côté entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a plein d'opportunités aussi basées là-dessus. Justement, les entrepreneurs voient plutôt ça comme une opportunité, ce changement-là, parce que ça bouleverse tout. Tout ce qu'on pensait qui était de telle façon avant, alors, ça ne l'est plus en ce moment, c'est sûr, et ça ne le sera sûrement plus demain aussi. Donc, il y a plein de choses à faire par rapport à ça. J'aime ça entendre ça. Voir changer le discours puis voir vraiment ça comme une belle opportunité. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, j'aimerais ça, en fait, conclure le podcast avec quelques questions. J'aime ça terminer avec toutes mes invités là, sur des petites questions, des faits divers. Puis, je me demandais, toi qui adore, qui est curieux dans ce domaine, puis en fait sur plein d'éléments, mais qu'est-ce qui pique ta curiosité ces temps-ci, qui te garde? Ça peut être dans le domaine, dans ton domaine, dans ta niche, comme ça peut être complètement à l'extérieur. C'est sûr que dans mon domaine, je suis toujours en train de base, ce que je fais en growth marketing, faut vraiment suivre ce qui se passe avec les plateformes, Facebook, Google, tout ce qui se passe, tous les changements. Donc ça déjà, voilà, même Instagram aussi, par exemple, ça change beaucoup. Donc, il faut être au fait de ça, puis je me renseigne toujours là-dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui pique ma curiosité, c'est justement, comme on se disait, de voir comment est-ce que toutes les entreprises et tout le monde est en train d'adapter son marketing par rapport à ce qui se passe. Il y en a qui arrêtent complètement de vendre parce qu'ils se sentent mal, tu vois, de vendre. Ce que je trouve un petit peu bête parce que si tu vends quelque chose, c'est que tu réponds à un besoin. Tu vois. Mais dans le sens qu'ils se sentent mal de vendre
Ils se sentent mal de vendre parce que les gens sont pas dans une situation économique comme favorable, c'est pour ça? C'est ça. Ou parce que c'est la situation, on essaie de s'entraider, de s'en sortir, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... voilà. Donc, je prends une passion à regarder tout ce qui se passe, comment tout le monde adapte ses trucs, toutes les apps de livraison qui offrent du paiement sans contact. Au Canada, là, les paiements par tap qui ont augmenté leur limite à $250. Tu vois, tout ce qui se passe autour de ça, ça me passionne de voir comment ça évolue. Parce que ouais, c'est le progrès. Oui, 100%. Puis un petit fait wild sur toi qu'on pourrait apprendre à ta communauté qui ne savent pas. J'essaie de c'est pas obligé d'être trop wild, là, écoute. Ouais. Je sais pas encore. J'essaie de penser à un truc que je n'ai pas déjà dit. Ouais, peut-être un truc qui est intéressant dont je ne parle pas trop, c'est que depuis que je suis tout petit, je fais de la trompette. Ah, OK. Musicien. Ouais, donc trompette à la base plutôt classique, puis après plus jazz, etc. Et à HEC, avec des amis, on avait parti un groupe. OK. On jouait du funk, jazz, on faisait des reprises, etc. Qui maintenant s'appelle Clark's Bowling Club. Je suis plus dedans parce que j'avais plus le temps, mais avec lequel on a fait quand même pas mal de petits concerts à Montréal dans différentes salles. Et on a donc... Moi, j'ai quitté à ce moment-là, mais ils ont lancé 2 albums. Et il y a une track sur laquelle je joue la trompette qui s'appelle My Uncle Charlie. OK, il va falloir mettre le lien dans le podcast. Puis, écoute, Ambroise, il y a une question qui vient de me revenir que je suis vraiment, ça c'est la mode question, là. Ouais. Je suis curieuse de savoir, parce que ça c'est, est-ce qu'on doit être sur toutes les plateformes? Toi, mettons, est-ce que tu explores en ce moment TikTok? Est-ce que tu cherches à être partout ou à bien connaître une seule plateforme puis aller à fond dans cette plateforme-là? Ça, c'est comme la question, on dirait que j'ai des réponses mitigées. Ouais. Alors, moi, je dirais, de mon expérience, etc., de choisir sa plateforme. Pour commencer, en avoir une, être focus 100% là-dessus, comprendre comment elle marche, les petites choses qu'on comprend avec l'expérience, etc. Se renseigner vraiment là-dedans. Et si tout va bien, en acheter une deuxième, une troisième, etc. Okay. Mais en avoir une principale et d'être sur les autres, mais d'être sur les autres, en fait, comme réplique de ce qu'on fait sur la principale. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mettons tu postes sur Instagram, ça poste sur Facebook, tu vois, si Instagram, c'est ta plateforme. Et donc, si tu fais ça, tu peux automatiser beaucoup de choses. Par exemple, mes vidéos YouTube. Quand je publie une vidéo, j'ai tout un processus qui est assez long, etc. Mais quand ma vidéo, elle est programmée pour 1 heure, tu vois, mettons qu'elle part le mercredi à 11h, elle arrive sur YouTube. Ensuite, via un outil qui s'appelle Zapier, j'ai un système automatique en 18 étapes qui va transformer cette vidéo pour différents réseaux. Donc, ça la transforme au niveau du texte pour la publier sur mon groupe Facebook, ma page Facebook, Twitter, Pinterest, etc. etc. Ça me prépare un draft d'email pour envoyer à ma communauté. Okay. Ça se publie ensuite sur mon blog. Donc, tu vois, si tu as tes focus principaux, tu peux ensuite répliquer ça et faire des choses assez cool et qui te font économiser pas mal de temps par la suite. Zapier, hein? On va retenir ça. Excellent. Est-ce qu'il y aurait un élément que tu aurais aimé mentionner, que j'aurais oublié, mis à part où te trouver là, par la suite, mais un point que tu voulais aborder? Juste un truc qui embête un peu mon côté mathématicien. Je suis pas mathématicien, mais mon mathématicien, c'est que tout à l'heure, je parlais de ce que je faisais, 50% freelance, 40% accompagner des freelance. Et les 10% qui restent, en fait, c'est que je suis chargé de cours à HEC en Web Analytics, HEC Montréal. Voilà, c'est juste ce petit point-là. Oui, c'est vrai, puis tu me l'avais dit en plus à l'appel qu'on avait fait ensemble. Excellent. Fait qu'écoute, j'invite les gens à aller justement te suivre sur ta page Instagram. Je ne sais pas si tu peux juste donner les noms de tes différentes pages pour les auditeurs. Oui, alors c'est simple. J'ai tous mes réseaux sociaux, c'est Ambroise Debré. C'est un nom qui est assez original, donc c'est ça. Mon site web, ambroisedebré.com /fr, parce qu'il était aussi en anglais à la base. Et puis, sur Facebook, j'ai le groupe Nomade Digital Francophone. On va passer la barre des 800 abonnés là, dans les quelques prochains jours, 800 personnes dans le groupe. Donc, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se rejoint pour discuter de justement les prochaines étapes, leurs problématiques, leurs questionnements, etc. Ah, OK, c'est excellent. Fait que c'est ça. On peut aller juste s'ajouter puis poser nos questions, là.
Puis la communauté t'aide et toi, tu réponds aussi. Exactement, ouais. Et puis, juste une question pour toi avant de dire la suite. Quand est-ce qu'il va être publié, le podcast? Je l'avais mis dans le petit truc, j'y pense, c'est le 7. Le 7... Oui, le 7 mai. OK, d'accord. Non, c'est juste pour vérifier. OK, parfait. Parce que là, je recommence à faire des masterclass, des genres de webinaires qui sont gratuits et live, justement, sur tous les thèmes autour de devenir freelance. Okay. Donc là j'en fais un dans quelques jours, mais j'en ferai toutes les 2 semaines pour l'instant. Donc, vous pouvez aller sur ambroisedebray.com/masterclass et vous inscrire et me voir en live, vous parler un petit peu de tout ça. Écoute, je te remercie tellement, Ambroise, pour tout le beau matériel que tu nous as donné pour faciliter la transition ou juste piquer la curiosité de ceux qui aspirent à un mode de vie remote. Donc, je te souhaite une super belle soirée, un beau week-end. Puis, je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs, parce que maintenant, on augmente la fréquence des podcasts. Ça va être 1 fois par semaine, chaque jeudi à midi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Ambroise. Merci, Maud. Salut. Bye-bye.